Mais lui-même dira tout de suite, dans le développement du même texte, c'est-à-dire la préface à Pirate et Empereur, que le problème de la terreur n'est pas nouveau. D'un autre côté, a déjà insisté, Historia a débattu, a déjà insisté sur l'importance de l'effondrement de l'Union soviétique. Et je voudrais dire, à ce sujet-là, je vais simplement vous citer un extrait de L'Âge des extrêmes, qui est très bien dit, à mon avis, et qui est donc d'Eric Hobsbawm. La fin de la guerre froide, dit-il, ne marqua pas la fin d'un conflit international, mais celle d'une époque, non seulement pour l'Est, mais pour le monde entier. Il est des moments historiques dont même les contemporains peuvent reconnaître qu'ils marquent la fin d'une époque. Le début des années 90 fut clairement un tournant de ce type. Évidemment, ce fut la fin du monde bipolaire, la fin d'une dualité libérale-socialiste, etc. Bien. D'un autre côté, depuis 2004, depuis mars 2004, on dira aussi que le tournant 2001-2004, c'est celui comment vais-je dire, du terrorisme de masse. À partir de ce moment-là, on entre dans le terrorisme, dans l'ère du terrorisme de masse. Et évidemment, la question se repose toujours. Dans le titre de ma communication, comme chez Hobsbawm, si je peux faire la comparaison, vous sentez très bien que pour nous deux, il n'y a pas d'hésitation. C'est la chute des deux tours de New York est beaucoup moins importante que celle de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais ça n'empêche qu'on dira, depuis la chute des deux tours, comme depuis la catastrophe de Madrid, que cette ère nouvelle, c'est celle du terrorisme de masse. Ça, c'est une nouvelle notion qui vient d'être introduite. Et, mon Dieu, à la fin de son passage, Hobsbawm disait ceci: alors que chacun voyait bien que l'ère ancienne était finie, l'incertitude la plus extrême régnait sur la nature et les perspectives de la nouvelle. Donc, il reste quand même une incertitude. Au fond, je dirais, mon sujet, il reste entre certitude et incertitude. Hobsbawm ajoute quelque chose d'important, il me semble. En commençant le sujet, je me souvenais de mes réflexions depuis 1989. Comment se fait-il qu'une puissance de cette envergure-là, que la superpuissance soviétique se soit effondrée si rapidement? En travaillant le sujet, j'en arrive à l'inverse. Comment se fait-il qu'un pays qui a dû démarrer comme il a dû démarrer en 1917 soit arrivé à rester si longtemps en superpuissance au point de faire illusion, sans doute presque au monde entier? C'est-à-dire que je voudrais rappeler seulement deux petites choses. En 1917, le pays est largement analphabète, majoritairement le rural, et il le restera jusqu'en 1950-60. Et puis il y a le problème des nationalités. Un empire composé de plus de 100 nations et nationalités et qui parle plus de 100 langues différentes. Alors, bon, il y a eu illusion, évidemment. La victoire contre l'Allemagne nazie, par exemple, les réussites technologiques comme celle du premier satellite Sputnik, si vous vous souvenez, ou bien du premier vol humain d'un homme dans l'espace, Yuri Gagarin, des choses comme celle-là qui ont pu faire illusion. Les deux empires, l'empire soviétique et l'empire américain, sont fondamentalement tout à fait différents. Je parle ici de l'empire extérieur soviétique. L'empire extérieur soviétique, c'est une série d'États clients, aidés par l'Union soviétique, et ça lui demandait plusieurs dizaines de milliards par année. L'empire américain, c'est un empire militaire, fait de bases militaires, et qui est fait pour assurer non pas l'équilibre européen comme l'empire d'autrefois de la Grande-Bretagne, mais le déséquilibre. C'est Chomsky qui cite George Kennan de la fin des années 40, qui dirigeait alors la planification politique au département d'État et annonçait dans un document secret: avec 6,3% de la population mondiale, nous représentons près de 50% de la richesse mondiale. Notre objectif dans les années à venir est de maintenir ce déséquilibre. L'empire des bases militaires américains était justifié de cette manière-là. Il s'agissait
de maintenir le déséquilibre, de maintenir l'enrichissement des États-Unis. Et on en arrive à une situation où, au fond, alors que l'Union soviétique aide les États clients de l'extérieur, vous avez eu des décennies de fer, comme dit Hobsbawm, dans l'Union soviétique elle-même, à l'époque de Staline, et on a toujours un régime qui est avec une liberté très faible à l'heure actuelle. L'Empire américain, au nom de la liberté et de la démocratie, pendant les guerres de Corée, les guerres du Vietnam et les autres conflits, en Amérique latine particulièrement, ont conduit à, je cite, 19 à 20 millions de morts de 1945 à 1943. C'est un empire militaire, et les conséquences étaient les morts à l'extérieur, mais non pas à l'intérieur de l'empire. Le contraste entre les deux empires était tout à fait différent. Mais enfin, finalement, qu'est-ce qui reste, quelle est l'importance de 2001 du point de vue des changements? C'est sûr qu'il y a eu la lutte contre la menace la plus dangereuse du terrorisme, apparemment, donc Ben Laden, après la destruction des 2 tours, il y a eu la guerre d'Afghanistan. Ça a été quelque chose d'important. C'est la première fois qu'on se lançait dans une guerre à la terreur. Ce n'était pas nouveau, les guerres à la terreur, comme disait Chomsky. Mais une guerre à la terreur de cette ampleur-là, avec les moyens engagés en Afghanistan, ça a été nouveau. Et puis, les autres choses nouvelles, ce sont les mesures de sécurité à l'intérieur des États-Unis, du point de vue de tous les services de protection douanière, l'USA Patriot Act, le dispositif antiterroriste avec douane réaménagée, beaucoup plus stricte, les gardes-côtes également, les aéroports, etc. Et puis la création d'un département, le département de la sécurité intérieure, en plus de celui du Conseil de sécurité nationale qui, lui, agissait à l'extérieur, avec pourtant une faiblesse qui était maintenue par rapport à avant 2001, c'est que la coordination entre le renseignement intérieur et le renseignement extérieur n'est toujours pas faite. Je ne vais pas aller plus loin. Tout ce que je voulais vous dire avec cet exposé, c'est que par rapport à la fin du monde bipolaire, on est dans un monde unipolaire cette fois-ci, et par rapport à l'alternative libérale socialiste d'autrefois, de l'époque de la guerre froide, ben le changement est beaucoup plus réduit en 2001-2004. Évidemment, il y a eu une avancée de la terreur, mais ce n'est pas nouveau. À Nairobi, en 1998, vous aviez eu 290 morts et 5000 blessés. Ce n'est pas en 2001 que commence le terrorisme de masse. Voyez-vous? Alors, finalement, ben, c'est tout. La date la plus importante, c'est évident, c'est la chute de l'Union soviétique dans les conséquences pour le monde actuel. Alors, la parole est au professeur Quaker. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y ojalá que todos estén bien. ¿Estamos bien? Sí, qué bueno. Yo voy a hablar en español, pues me preguntan su permiso. No es mi idioma natural. Inglés es mi idioma natural. Y cuando yo hablo en español, yo uso palabras nuevas que no existen en su idioma. Y también solamente hablo